Cher professeur, mon frère et moi, on s'adore. Mais je suis jaloux, car il est plus beau que moi. J'aimerais pouvoir greffer sa tête sur mon corps. Cher Grishka, comme je te comprends, moi aussi, j'aimerais bien troquer mon corps contre celui d'un athlète ou d'une actrice plantureuse. Dans les années 70, le Dr White avait bien réussi à greffer la tête d'un singe sur le corps d'un autre singe. On en a profité pour y faire un lifting des tartrages. Hein, monsieur Tarzan? Oh, Cheetah, toi, splendide. Moi, épousez-toi. En 2013, c'est le chirurgien Sergio Canavero qui a annoncé qu'on pourrait appliquer la méthode sur des humains atteints de tétraplégie. Ma c'est pas compliqué. Il refroidit le corps et la tête du receveur et il coupe là. Et il fait pareil sur le donneur. Ma attenzione, le donneur doit être compatible avec le receveur. Il doit aussi avoir à peu près la même corpulence. Avoir le même sexe Je vois rien. et avoir le même âge. Me lâche pas, Nathanaël, sinon je me pète le cou. Imaginons, lors du tournage du prochain film de Sofia Coppola, Scarlett Johansson se fracasse la tête en glissant sur un cupcake. Ce mode opératoire, appelé poétiquement Even, se passerait grosso modo comme ça. Une tête receveuse pourrait être greffée sur le corps de Scarlett. Ouais, bien. N'oublions pas les aspects psychologiques de l'opération. Si mon âme est partout en moi, dois-je aller à l'enterrement de mon corps? Mais si l'âme n'est que dans la tête, alors faudrait que j'aille à l'enterrement de celle de Scarlett. Par politesse, hein, docteur? Ah! Et puis il y a les rejets. Les anticorps de Scarlett peuvent rejeter la tête. Docteur, j'ai la migraine. Une bonne gangrène, vous voulez dire? Ou l'inverse, les anticorps de la tête peuvent attaquer les tissus de Scarlett. Non! Il peut aussi y avoir un rejet mutuel entre les deux organismes. Et là, c'est le vrai bazar. Ça va, Scarlett? Oh, ça va, tout ça. Un milliardaire russe préconise pour 2045 le possible transfert de toutes les données de votre cerveau dans le disque dur d'un robot. Vous voulez vraiment garder mémoire toute parole des chansons de Roi Lion? Oh oui. Alors, avant de vous faire greffer une nouvelle tête, tapez plutôt Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Oh, j'ai prof que c'est nous, et moi c'est nous glaçons, impossible, c'est dur, aïe aïe aïe, tout. C'est vrai, ça. Quelle plaie de perdre quelques kilos. C'est tout de même incroyable. On connaît mieux le fonctionnement d'un trou noir ou du boson de Higgs que celui du gras. Monsieur King, vous qui êtes un professeur renommé, quand je cours, pourquoi mes particules de gras ne sont pas désagrégées par l'effort frictionnel de mes jambes? Mais ça ne va pas de poser des questions pareilles. Vous n'avez pas honte? On croit à tort que lorsqu'on fait du sport, notre corps brûle automatiquement ses graisses pour nourrir les muscles qui bossent. Oh, tout cet effort. Vite, à manger. Or, il n'en est rien. L'adipocyte ne brûle pas comme une petite bûche. Si le muscle a besoin de l'énergie contenue dans la cellule de gras, le triglycérol, il faut qu'il le lui demande. Oui, et poliment, ok? Et ce processus prend du temps. Le cerveau décide d'abord d'envoyer une demande aux adipocytes, en colissimo si possible. Pour la région sous la ceinture, c'est double tarif. À l'intérieur, la cellule de gras trouvera un message sous forme d'hormones et d'enzymes. Ça fait déjà 20 minutes que vous courez, quand enfin le colissimo arrive aux muscles. Ça y est, on a retrouvé votre courrier. Apparemment, il avait été envoyé par erreur à la vessie. Une fois que le gras a compris qu'il devait libérer ses triglycérides, chose qu'il n'a pas faite depuis bien 15 ans, il doit réviser toute la procédure. Ouh là là. Après dépôt du dossier d'autorisation de lipolyse avec photocopie de son avis d'imposition lipidique et de son relevé de revenus des lipases hormonosensibles, Tout ça pour un jogging de 30 minutes. alors enfin, l'adipocyte peut libérer ses triglycérides, qu'il envoie à son tour aux muscles sous forme d'acide gras et de glycérol. Par chronopost, s'il vous plaît. Et là, il a vomi tout son cytoplasme. Le pauvre bout de chou. Oh là là, je te raconte pas la nuit qu'on a passée. Bref,
Vous l'aurez compris, le sport n'élimine pas instantanément du gras. C'est un processus très long. J'ai mérité une bonne glace. Ainsi, la plupart du temps, vos adipocytes restent là où ils sont, malgré votre footing. T'as apporté de la glace? Hein? L'estomac nous l'envoie par coursier. Plutôt que de vous tuer au sport pour des clopinettes, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Et bon, vous mourrez quand même. Cher professeur, je suis Guitou, le microbe. Je voudrais savoir pourquoi que je me fais toujours refouler à l'entrée du corps humain, alors que je fais même rien, quoi. Déjà, chapeau, Guitou, d'avoir pu pénétrer dans le corps d'un humain. Que ce soit par la peau et son tsunami de transpiration acide, par le nez et son marécage de morve, ou par les yeux et leurs larmes saturées d'anticorps. Le corps humain est une sacrée forteresse. Quand bien même j'arriverais à passer la barrière de la salive déguisée en microbe, je ne serais pas tiré d'affaire. Qui va là? Le checkpoint des amygdales. Impossible d'échapper aux globules blancs. Le corps en génère 8 millions par minute. Ils ont tous des postes, des rôles et des noms différents. Par exemple, les neutrophiles. Ce sont un peu les CRS du corps. Allez les gars, pas de quartier! Ce sont de gros bourrins. Ils bouffent les vilains corps étrangers jusqu'à exploser. Ou alors, ils stérilisent les alentours en vomissant. Après un tel carnage, il ne reste plus que des boutons de pu. Bien joué les gars! Sacré baston! Si des cellules sont infestées, le leucocyte légionnaire intervient. Sa technique favorite? Transpercer la cellule malade. Contre les parasites comme ce ver, c'est une brigade spécialisée qui intervient. Les éosinophiles. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Et enfin, il y a l'élite, les lymphocytes T et B. Ils restent planqués un temps à l'école de la moelle osseuse, et puis, une fois prêts, ils commandent les troupes lors des maladies. Neutrophile en renfort sur le flanc gauche! Les leucocytes gardent le souvenir de l'ennemi et restent ainsi très utiles s'il revient. Oh, je me souviens encore, cette sacrée varicelle, c'était une vraie boucherie! Vous voyez, tout un tas de professionnels sont sur les rangs pour protéger le corps humain. Hop! Mais là, on dirait que je suis tombé sur un système immunitaire particulièrement efficace. On t'expulse demain, par voie nasale si le juge est sympa. Sinon, par voie rectale. Si malgré ça, Guitou, vous parvenez à infester le corps humain, c'est que vous êtes un microbe sacrément coriace. Et si vous voulez voir la vraie tronche d'un ver parasite, Tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Après ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même! Cher prof, mon père veut qu'après mon bac plus 12, je bosse comme un dingue, même si je dois tomber malade et gagner une misère. Que faire? Ben, t'as qu'à devenir chercheur. Voilà un beau métier qui demande beaucoup de sacrifices pour des clopinettes. Quand je pense à tous ces scientifiques au bord du burn-out que l'humanité ignore... Dans la catégorie bosseur suicidaire, je te présente Percy Terry, un brave type qui vécut au début du XXe siècle et qui eut une idée bigrement maligne en ces temps de guerre. Il inventa une pommade durcissante à s'appliquer sur le corps, à même la peau pour faire office de gilet pare-balles. C'est tout de même génial comme invention. Pensez aux nudistes qui pourront enfin eux aussi se canarder librement à poil. Tu m'as jeté du sable, ordure! Évidemment, en bon chercheur, Percy testa sur lui-même sa pommade avec un revolver. Pour la séance! Pas de bol, la balle lui transperça la joue. Il récidiva avec un fusil. Ça va marcher cette fois? Je vous mets au défi de trouver de nos jours un tel dévouement chez les chercheurs. J'aurais pu aussi vous parler du chirurgien Evan O'Neill Ken. Un jour, il eut soudain mal au bas du ventre. oh, une appendicite. Oh. N'étant affilié à aucune mutuelle, Ken prit une décision de pas piquer des hannetons. Vous savez quoi? Je vais m'opérer tout seul, tiens. Une bonne injection de cocaïne et d'adrénaline dans le vide. Et c'est parti, mon kiki. Ah, mais quel bazar là-dedans! Il est où ce fichu appendice?
Au début du 19e siècle, un jeune physicien romantique allemand au bout du rouleau, Johann Wilhelm Ritter, testa la pile qu'il avait inventée sur différentes parties de son corps. Sur la langue, le nez, les globes oculaires. Et aussi, il la testa assidûment sur ses parties génitales, inventant ainsi l'électro-orgasme. De fait, il s'électrocuta avec des intensités de plus en plus fortes. Johann, nous avons un gros problème avec la facture de l'électricité. Verstehe? Ach so. Et ce, jusqu'à sa mort à 33 ans. Donc, mon petit Gattaz, votre papa, hein, dites-lui d'y aller mollo niveau zèle au travail. Et puis, plutôt que vous tuer à la tâche... Tapez, tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même, hein. Cher professeur, il y a des scientifiques malchanceux, mais en existe-t-il des vraiment fous? Contrairement à vous, qui êtes absolument génial. Oui, je me suis écrit à moi-même parce que si je dois compter sur vous pour me faire des compliments, je peux toujours attendre. Et puis, j'avais envie de parler des scientifiques complètement barrés. Grâce à mon poney temporel, retrouvons l'Amérique du XVIIIe siècle. Voici le docteur Stubbinsfurth. J'adore ce type. Il a voulu démontrer par tous les moyens que la fièvre jaune n'était pas contagieuse. Pour ça, il a étudié le vomi des malades. Pour commencer, il s'est incisé le bras. Résultat, aucun symptôme de fièvre jaune. Alors la fois suivante, il s'appliqua le vomi dans les yeux. Et même il en ingurgita. Oh, je suis tout barbouillé. Ne vous inquiétez pas, c'est psychologique. Tenez, allons voir au début du 19e siècle. Voici le révérend Thomas Dick. Cet homme pensait que Dieu avait créé l'univers non pas à son image, mais à celle de l'Angleterre. Alors, il eut une idée de génie. En supposant que la Lune a la même densité que l'Angleterre, j'estime qu'il y vit 4,2 milliards d'habitants. Thomas Dick en déduisit aussi, dans la foulée, la population totale des habitants de l'univers. 60 quadrillions et 573 trilliards. C'est trop facile de se moquer des ancêtres de la science. Allons plutôt voir si ceux du XXe siècle étaient plus malins. Prenez Martin Shine et Edgar Hall. Ces deux Américains se sont posé une question bigrement existentielle. Quel est le minimum nécessaire pour exciter un dindon? Pour répondre à cette palpitante question, les deux chercheurs ont d'abord présenté une dinde à un dindon. Excitation 100%. Puis, ils ont retiré petit à petit des parties du corps de la dinde pour voir jusqu'à quand ça n'exciterait plus le dindon. 100%. Pareil. Il finit par ne présenter que la tête de la dinde au bout d'un bâton. Ce qui prouve qu'un dindon, c'est con. Mais j'y pense, est-ce que le test marche aussi chez l'homme? Vous saurez bien aussi parler de Luther Barr, qui étudia le rôle bénéfique de la marche arrière sur la santé. Mais au lieu de vous prendre pour des apprentis sorciers, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.